Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc, il est 18 h. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 23 octobre 2020, au sommaire ce soir. Au lendemain des nouvelles annonces du Premier ministre Jean Castex et la mise en place d'un couvre-feu dans 38 nouveaux départements, les choses se précisent en Savoie-Mont-Blanc. Le préfet de Savoie tenait une conférence de presse ce vendredi après-midi. Les précisions dans ce journal. Et puis un sujet plus léger, en fin d'édition, l'entreprise Blam, bien connue des amateurs de jeux de société, vient de lancer une extension à Chakra, son jeu à succès. Emmanuel Jaude a rencontré les créateurs. Je vous disais en titre, les choses se précisent dans nos départements 24 heures après l'élargissement du couvre-feu à 38 nouveaux départements. Pascal Bolo, le préfet de Savoie, a précisé ce vendredi les contours d'un arrêté qui contient de nouvelles mesures visant à limiter la propagation de l'épidémie. Plusieurs établissements devront notamment fermer leurs portes à partir de ce samedi. On l'écoute au micro d'Emmanuel Jaude. Il faut bien comprendre une chose, c'est que si le gouvernement a passé 54 départements en couvre-feu, après avoir placé l'ensemble du pays en état d'urgence sanitaire, ça montre bien que cette seconde vague est particulièrement forte, particulièrement dangereuse et qu'elle peut percuter nos capacités hospitalières. Et donc c'est pour prévenir des éventuelles capacité à prendre en compte nos concitoyens les plus vulnérables qui seraient malades, que l'on fait tout ça. C'est véritablement pour se permettre de contrôler la propagation de l'épidémie et faire en sorte que le nombre de personnes hospitalisées et, le cas échéant, le nombre de personnes en soins intensifs diminue fortement dans les prochaines semaines. Donc on se donne dans un premier temps 3 semaines et puis 6 semaines pour y parvenir. De façon générale, les établissements recevant du public devront fermer à partir de demain. Les listes seront précisées dans l'arrêté, y compris les dérogations possibles qui sont bien précisées dans le décret du 16 octobre et qui seront reprises dans mon arrêté. Mais ce qu'il faut voir, et je voudrais insister, c'est la question du couvre-feu, parce que le couvre-feu donc rentrera en vigueur à partir de demain soir. En fait, samedi soir sera la première soirée du couvre-feu. Donc ça signifie qu'à 21 h, donc, il n'y a plus de raison de circuler, sauf cas exceptionnel, dérogation. Ces dérogations, je le dis pour nos concitoyens, il y a des dérogations qui seront possibles. On pourra télécharger les attestations, comme ça avait été le cas, mais pour le confinement au printemps dernier. On pourra télécharger les attestations qui seront des attestations qui permettront, dans certains cas, notamment pour ceux qui travaillent la nuit, de rejoindre leur emploi. Donc ça, c'est important de bien préciser ça. La vie socio-économique ne s'arrête pas. On essaie de la concilier au maximum avec ces nouvelles mesures. Et donc, à la fois moi-même, mais toutes les forces de sécurité intérieure veilleront à leur mise en œuvre. Et j'ajoute qu'Alain Espinasse, le préfet de la Haute-Savoie, recevra lui aussi les journalistes ce samedi. Il y présentera notamment les grandes lignes d'un arrêté préfectoral. Ainsi, à partir du samedi 24 octobre, les débits de boissons, les salles de jeux et les casinos seront fermés, tout comme les salles de sport, les gymnases, les piscines et les équipements sportifs couverts. Ces fermetures seront effectives durant toute la durée du couvre-feu. Les restaurants seront ouverts de 6 h à 21 h avec un nombre limité par 6 par table et la traçabilité des clients. Et pour évoquer ces annonces, je suis en ligne avec Daniel Halifax. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur national du groupe Forme et Développement qui gère plusieurs salles de sport en Haute-Savoie. Tout simplement, votre réaction à chaud. Écoutez, aujourd'hui, on va nous demander d'assumer de nouveau une fermeture de nos clubs de fitness. Là, on va arriver à 5 mois de fermeture sur l'année. C'est 5 mois de fermeture pendant nos plus grosses périodes en fait, d'abonnement. Donc, il s'agit aujourd'hui de 70% de notre chiffre d'affaires qui est en jeu. Et puis surtout de 2500 personnes qui n'auront pas accès à une activité physique régulière, qui, on le sait, est quand même une source de prévention au niveau de la maladie et en tout cas des problèmes de santé. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'un retour en arrière ? Oui, on a l'impression de revenir en tout cas à la période du confinement. On a l'impression que c'est quelque chose qui nous guette. On comprend tous aujourd'hui que c'est une période difficile, qu'il faut faire preuve de solidarité, de citoyenneté. On est conscient que le pic épidémique est très important.
Maintenant, ce qu'on a besoin, nous, en tant que professionnels du secteur et entrepreneurs, que ce soit l'artisanat ou le sport comme nous, on a besoin de visibilité parce que aujourd'hui, fermer les clubs sans visibilité et sans des aides concrètes du gouvernement, c'est aujourd'hui voir la perte économique de nos entreprises. Et si c'est pour mourir économiquement, forcément, la crainte du Covid commence à devenir plus faible quand on voit le désastre économique qu'on est en train de subir. Votre groupe gère plusieurs salles de sport en Haute-Savoie, sur Annecy, sur Épagny notamment. Comment est-ce que vous voyez la suite? Aujourd'hui, ce qu'on a fait directement, c'est que dès hier soir, un mail est parti à tous nos adhérents en disant qu'on ne les prélevait pas. Hein, on stoppe tout chiffre d'affaires de notre côté. On va mettre les clubs hors gel. Nos équipes vont être mises en chômage partiel. L'objectif, c'est de réduire les pertes au minimum, de manière à ce qu'on puisse envisager une rouverture avant Noël ou à la nouvelle année, selon ce que le gouvernement va nous proposer. J'imagine qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez le dirigeant que vous êtes aujourd'hui. De toute manière, toute incertitude génère de l'inquiétude. Aujourd'hui, dès que nous aurons une visibilité sur ce qu'on pourra avoir en compensation, et les aides de l'État, forcément, vont aider, on va dire, à gérer cette incertitude et donc à baisser notre niveau d'inquiétude. Mais le contexte aujourd'hui économique est très incertain et donc générateur de beaucoup de stress et d'inquiétude pour la pérennité du groupe, en tout cas. Merci beaucoup, Daniel Halifax, nous avoir consacré quelques minutes. Merci à vous. On a eu l'occasion d'en parler hier dans notre journal. Les restaurateurs, eux aussi, accusent une nouvelle fois le coup après l'annonce de ce couvre-feu. Après la période de confinement en mars dernier, cette nouvelle restriction est difficile à accepter pour beaucoup d'entre eux. En effet, le couvre-feu instauré à partir de 21h réduit drastiquement le nombre de clients. Certains ont pourtant trouvé une solution pour pallier au manque de rentrée d'argent. On écoute un restaurateur d'Aix-les-Bains. Il répond aux questions de Lorena Bordiec. Donc nous, on va commencer à démarrer donc ça, je pense, samedi, vu que l'autorisation pour nous, elle sera à partir de samedi. Donc mettre en place à partir de 20h ou 19h ou 18h de l'emporter. Donc c'est à commander par téléphone. Et ma femme ou bien ma serveuse se feront un plaisir de venir avec leur voiture personnelle, vous faire la livraison. Nous, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour pallier ce couvre-feu de 21h qui nous permet au moins de travailler jusqu'à 23h. Et puis ça permet aussi aux gens qui sortent très tard le soir ou qui ne veulent pas sortir à 7h ou 18h, aller au restaurant, parce que c'est vrai que ça fait tôt, et se dépêcher pour pouvoir rentrer chez eux, malheureusement. Donc nous, on leur apporte cette solution-là, on leur apporte les plats chez eux. Mais sur la deuxième vague, là, non, on n'a plus d'avance, on n'a plus rien. Donc c'était la seule solution, si je veux garder mes employés, de faire de l'emporter, en espérant que ça prenne et que les gens ont décidé, enfin ont envie de manger chez eux aussi, et pas que du fast-food, quoi. C'est surtout ça, quoi. Ça sera une autre cuisine, et puis malgré qu'il y en a qui le font déjà, hein, il y a d'autres... il y a Resto Chaud, des trucs comme ça qui le font aussi, hein, mais bon. Nous, c'est la seule façon, nous, de nous en sortir un petit peu, ouais. De leur côté, les médecins libéraux de l'Union régionale des professionnels de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes ont fait savoir ce vendredi dans un communiqué de presse qu'il préconisait la mise en place d'un couvre-feu à partir de 19h et l'instauration d'un confinement les samedis et les dimanches. L'URPS estime, je cite, que la situation est grave et le temps n'est plus aux demi-mesures. Si rien n'arrête la progression de l'épidémie, la catastrophe sera humaine, puis économique, puis sociale. Et puis toujours concernant cette deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, Jean-Yves Graal et Serge Moret, respectivement directeur général et directeur général adjoint de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, tenaient une conférence de presse ce vendredi matin pour faire le point sur la situation dans la région. Je vous propose d'écouter le docteur Jean-Yves Graal. Comme médecin hospitalier, je sais la fatigue et le découragement pour tous ces personnels qu'il peut y avoir à affronter cette deuxième vague. Et je sais que c'est très difficile, mais j'ai confiance en mes équipes, j'ai confiance dans les professionnels de cette région, qui tout statut et conditions confondues font face avec beaucoup d'abnégation et de courage, je tenais à le dire, dans un contexte extrêmement difficile. La situation dans les établissements de santé en particulier, il faut le savoir, c'est la conséquence des contaminations d'il y a 8 à 15 jours. Les formes graves apparaissant en général entre 8 et 15 jours après la contamination, et donc il y a toujours un temps de latence entre les contaminations et le retentissement sur l'accès dans les hôpitaux, si bien que, à ce jour, je peux déjà affirmer que malheureusement, pendant les 15 jours qui viennent, la situation va continuer à l'aune de l'augmentation
Chez nos voisins suisses également, la situation est de plus en plus inquiétante. Le nombre de personnes positives à la Covid-19 ne cesse de croître, tout comme le chiffre des patients hospitalisés. À Genève, le Conseil d'État a pris la parole ce vendredi pour annoncer plusieurs mesures qui prendront effet ce lundi 26 octobre à minuit. Les rassemblements seront limités à 5 personnes dans l'espace public. Cette limitation de 5 personnes s'appliquera également aux manifestations privées. Pour les manifestations publiques, la jauge maximale est fixée à 10 000 personnes. Concernant les bars et les restaurants, ils pourront rester ouverts jusqu'à 23 h avec obligation de mettre en place le contact tracing. Par ailleurs, le sport amateur est désormais interdit. On regarde un extrait de cette conférence de presse. Ce sont des images de nos confrères de l'Aimant Bleu. Il s'agit là d'un nouveau train de mesures, mais qui fait face à une explosion quand même extrêmement importante des cas, des malades, des décès. Je rappelle aussi, parce que c'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on parle de cette question du coronavirus, on dit souvent, mais au fond, ce sont surtout des personnes très âgées qui décèdent. Certes, ce sont les plus âgés qui décèdent, mais si on n'avait pas des hôpitaux qui prennent en charge les plus jeunes, eh bien la plupart des personnes qui aujourd'hui ou ce printemps ont dû être hospitalisées, probablement décéderaient sans les soins nécessaires si les hôpitaux n'étaient pas à même de les prendre. Et on ne veut pas, je l'avais aussi dit il y a quelques jours, mais c'est très important, on ne veut pas devoir arriver à une situation où on fait des choix de savoir qui on va soigner, à qui on va donner les soins adéquats et à qui, malheureusement, on ne pourra pas donner ces soins. Donc face à une crise de cette ampleur, les autorités politiques sont obligées de prendre des mesures certes qui ne sont pas comment dirais-je, facile pour la population, on le comprend bien, mais M. Apotello vous l'a dit, ce qu'on espère, c'est qu'elles nous permettront de casser cette courbe exponentielle de contamination et de faire en sorte qu'effectivement, les fêtes de Noël, comme ça a été dit, ne se fassent pas en visioconférence et sans que les familles puissent se réunir. Pour les manifestations publiques, je rappelle, la jauge maximale est bien de 1000 personnes. Vous en avez désormais l'habitude. Le vendredi, nous prenons le temps de partir à la rencontre de nos chroniqueurs habituels. Après Vincent Poirier de BD Fugue la semaine dernière, direction le château de Menton-Saint-Bernard pour visiter le potager avec son responsable Hugues de Vries. Bonjour à tous, bienvenue ici au potager éternel au château de Menton-Saint-Bernard. J'ai le plaisir d'être avec Hugues de Vries. Hugues, que l'on connaît, tu as l'habitude de venir sur notre plateau. Merci de nous accueillir ici chez toi. Bienvenue, je suis ravi aussi de t'accueillir. On est à la fin de la saison. Alors justement, pour cette petite chronique, on va découvrir un petit peu ce qui a été fait pendant la saison estivale, ce qui est prévu. Déjà un mot, ça y est, l'automne a débuté. C'est une saison que tu appréhendes ou que tu apprécies particulièrement ? Alors c'est le repos des plantes, donc le repos du guerrier aussi. J'apprécie toutes les saisons. Il y a pas mal d'activités à l'automne, contrairement à ce qu'on peut penser. Les plantes, elles, vont commencer à se reposer, à s'enraciner. Par contre, le jardinier a encore pas mal de choses à faire dans ses parcelles. Donc là, on parle de jardin éternel parce qu'on a pas mal de vivaces. Donc ce qui est bien avec une vivace, c'est qu'elle reste en place. Par contre, on va travailler le sol parce qu'on a beaucoup puisé dedans pendant toute la belle saison. On a eu des tomates, des courgettes, etc. Beaucoup de choses ici. Et là, en fait, il faut le protéger d'une part des rigueurs de l'hiver et puis favoriser le développement de la vie du sol. Ça, c'est absolument essentiel en permaculture. Alors justement, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ce que tu as prévu de faire ici là, pour les prochaines semaines avec cette période automnale ? Là, en ce moment, on est en train d'épandre, comme on peut le voir ici, un paillage. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le paillage, ça n'est pas que de la paille. On essaie d'être le plus biodiverse possible. Donc, on va mettre du broyat d'arbres, des feuilles mortes, c'est bien la saison, des résidus de tonte, des vieux légumes pourvu qu'ils n'aient pas été colonisés par un pathogène, une maladie en fait. Donc, ceux-là, dans ces cas-là, on va les mettre dans un compost chaud pour se débarrasser de la dite maladie. Donc ce paillage, il va être le plus varié possible et il va avoir plusieurs vertus. Donc la première, pendant la belle saison, c'est de protéger le sol de l'évaporation. Pendant la basse saison, comme en ce moment, ça évite l'érosion du sol par des fortes pluies. On a connu des épisodes de pluie assez violents. Ça évite le sol d'être lessivé, en fait, tout simplement. Derrière, on parlait de vie du sol. Le fait de faire un paillage comme ça de matière organique, ça va développer un tas de micro-organismes et de bactéries. Et du coup, plus on met de paillage, plus ces bactéries et ces micro-organismes se développent. Et du coup, plus on peut remettre du paillage. Donc on a une espèce de cercle vertueux et on va générer de la terre, on va faire ce qu'on appelle de la pédogénèse en fait. Il faut savoir la nature met un siècle à générer 1 cm de terre, ce qui est long.
Un siècle. Bon, elle a le temps, la nature, hein, pas nous. Hein. Un bon jardinier est capable de générer de la terre, je ne parle pas de l'humus, hein, je parle vraiment de la terre, est capable de générer 2 cm par an. Donc par contre, ça demande du travail. Et ce travail, on n'est pas seul, on est avec des micro-organismes et des bactéries, mais il faut les nourrir. Et du coup, c'est ce fameux paillage. Donc développer de la vie. Et alors, notamment, ce qui est intéressant, ce que tu me disais tout à l'heure quand on a préparé la mission, c'est que vous allez, on va continuer un petit peu à déambuler, c'est que vous allez inviter les gens à venir ici pour faire vivre ce potager éternel. Absolument, oui. Et du coup, ça se passe au travers, comme le week-end dernier, avec Retour au naturel, le week-end Retour au naturel au château. On a eu des visiteurs avec toutes les règles Covid. Là, on n'est que 2 dans 8000 m² avec du vent, du coup, on est safe. Hein. Par contre, là, on était bien masqués. Donc, on a des visiteurs. J'ai eu pas mal de formations et j'en ai encore qui sont planifiées avec des adultes, donc allant d'une journée à 5 jours, autour de thématiques autour de la permaculture. Et puis des séminaires d'entreprise, parce que c'est aussi le cœur de l'activité du potager du château de Menton. Oui, c'est important de signaler. Le château, le potager du château, a continué de vivre pendant cette période Covid. Oui, absolument. En fait, il y a eu 2 réactions dans le monde de l'entreprise suite à l'épisode Covid. On y est encore, hein, malheureusement. Il y a eu la réaction de se dire on se focalise sur l'activité, on se dépêche de produire pour rattraper le retard, ce qui est tout à fait compréhensible. Et puis il y a toutes les entreprises qui se sont dit oulala, on a été secoués par cet épisode. Il y a eu de la dispersion parmi nos salariés. On veut se recréer de la cohésion, redonner du sens et redéfinir un peu notre vision collective. Et c'est là où ils ont toqué à ma porte et c'est comme ça que je les ai accueillis, avec plaisir. Un petit peu de hauteur. Dis-nous, qu'est-ce qui, chez toi, qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans cette période de l'automne? Tu l'as dit, hein, le potager éternel avec une terre qui ne cesse de vivre. Qu'est-ce que toi, tu apprécies particulièrement? Alors, c'est une forme de repos, hein, repos des végétaux, repos des arbres, repos de la terre, même s'il y a donc du travail. Souvent, on est un peu en opposition de phase. Hein. Nous autres, les humains, hein, on accélère jusqu'à Noël parce qu'il faut clôturer le budget, etc. Il faut faire des prévisions. Et alors que la nature nous invite plutôt à ralentir et à prendre soin de soi, des autres. Il y a une forme d'écologie, de repli et de calme. Donc, je trouve que c'est ce que j'apprécie dans l'automne, au-delà des couleurs hein, qui sont magnifiques. C'est cette invitation par la nature d'une forme de ralentissement en fait, pour mieux rebondir l'année prochaine. Justement, petite transition, comment tu vois la suite? On est donc au mois d'octobre, il va y avoir la transition tranquillement jusqu'à vers la fin d'année, ouais. Et puis on repart sur un nouveau cycle. Oui, absolument. J'ai déjà un calendrier qui est déjà bien chargé entre les formations et des nouveaux séminaires à venir. On a l'intention de se développer davantage au-dessus des vignes de Menton-Saint-Bernard autour du verger, avec le CFMM notamment, Centre de formation métier de montagne à Thônes. Il y a plein d'activités encore, et puis démultiplier les séminaires, parce qu'il y a un vrai sens là derrière. Merci beaucoup Hugues, merci de nous accueillir. On te souhaite évidemment une très très belle continuation et puis on reviendra prendre de tes nouvelles parce que voilà, on a pris beaucoup de plaisir à travailler avec toi à l'époque sur Accès Direct. On va continuer. Merci pour ton accueil, merci pour ta disponibilité et à très très bientôt. Merci Sébastien, puis merci à toute l'équipe de 8 Mont Blanc parce que c'est toujours un plaisir d'échanger et puis de partager sur des belles valeurs. Merci à vous. Près d'1 an et demi après avoir édité Chakra, un jeu de société déjà vendu à près de 40 000 exemplaires, la société Blam, basée en Haute-Savoie, revient aujourd'hui avec une nouvelle extension. Présentée au public il y a quelques jours seulement, Yin Yang est d'ores et déjà disponible dans de nombreux magasins. Emmanuel Jo détaille à la rencontre de ses créateurs. Trouver la sérénité en harmonisant ses chakras, c'est désormais possible en s'amusant, grâce à la nouvelle parution de la société Blam. Une nouvelle aventure qui garde néanmoins les éléments qui ont fait le succès de la firme savoyarde. Nous, notre ligne rouge, c'est de proposer des expériences immersives. Pour nous, ça veut vraiment dire qu'on raconte des histoires et qu'on dit des choses. Dans tous nos jeux, on est toujours là à ce que les gens soient concernés par le jeu, se racontent des histoires, se font des choses. Là, la force du jeu Chakra, c'est qu'on est vraiment dans un jeu où on va presque être dans un petit état de méditation, on va vraiment être calme, on va vraiment être zen, et donc c'est pour ça que pour nous, c'est une expérience vraiment immersive. Si le jeu Chakra a d'ores et déjà trouvé son public depuis sa parution début 2019, l'extension Yin Yang renouvelle l'expérience des joueurs, s'adressant aux connaisseurs comme aux néophytes en quête de paix intérieure.
Cela en s'appuyant sur l'avis d'experts. J'ai fait ce qu'on appelle le scoring. Et effectivement, de 0 à 5 points, on est encore un petit padawan, apprendre un petit papillon. Enfin voilà, l'idée c'était de se développer et trouver un peu la paix. On a mis des petites recettes pour voilà, se détendre, parce que l'important c'est de vivre vraiment en étant avec le plus de discernement possible. Donc le jeu, je voulais pas que ça soit justement un jeu de bataille. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas, je reconnais que j'aime bien gagner. Mais je me rappelle à moi-même et à mes propres leçons en disant « tout va bien ». Mise en vente il y a quelques jours à peine, l'extension de Chakra surfe donc sur l'attrait croissant de notre société pour le bien-être. Le tout étudié pour convenir au mieux au contexte économique actuel. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qu'on avait en tête depuis un petit peu de temps, mais qui traînait là et qu'on attendait un petit peu de voir le succès du jeu, et qui est en fait ressorti pendant le confinement, parce qu'on ne savait pas trop comment ça allait se passer, la sortie avec les boutiques, le nombre de jeux et l'embouteillage potentiellement des sorties et tout ça. Et donc on s'est dit c'est pas la peine de sortir des nouveaux jeux. Peut-être que c'est mieux qu'on se focalise sur nos jeux qu'on a déjà. Et c'est là qu'on s'est dit, on a déjà quelques idées pour faire une extension de Chakra, allons-y. Et donc c'est pour une fois un projet qui a été très rapide, puisque ça a mis à peu près 6 mois pour concrétiser l'extension. Pour autant, loin de se reposer sur ses acquis, Blam prépare déjà l'après-Chakra, travaillant d'arrache-pied pour très vite nous proposer une nouvelle pépite qui, on l'espère, fera date dans l'univers des jeux de plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, la météo de Thierry Paume. Vous retrouverez ensuite Fanette de Buisson pour un nouveau numéro dans Tête à Tête. Elle a rencontré Sarah Avetan, artisan créatrice et fondatrice de la marque Mine. À partir de lundi, vous avez rendez-vous avec Victoria Lopez pour le journal. Passez un très bon week-end et surtout, prenez soin de vous.